ceux qui nous rejoignent. On a le plaisir du coup d'avoir une présentation d'une plateforme locale, d'un industriel euh, en bon contact avec les académiques et porté sur l'open source, qui est rare pour être noté. Donc Christopher Teclia, qui est fondateur et dirigeant de Teclia, qui va nous présenter les dernières avancées sur la plateforme ArcAlex. Ouais. Merci pour l'invitation. Donc, c'est vrai que l'idée du séminaire était centrée sur 3IF, c'est comme ça qu'on m'a invité. Donc, c'est vrai que ça correspond bien puisque la plateforme est dès l'origine basée sur 3IF. Donc, ce que je vais vous faire, c'est une présentation vraiment un panorama global de ce qu'on peut faire avec la plateforme ArcIndex et Calico. Donc, la plateforme ArcIndex et Calico est développée depuis 2017 en fait par Teclia. À l'origine, pour un projet, c'était avec Dominique Stutzmann, puisque l'origine de la plateforme, c'était le projet Imanis, en fait, donc 2017-2018. Mais on a évidemment étendu énormément cette plateforme. Et elle est utilisée en interne j'ai mis 80 projets, c'est-à-dire 80 projets vraiment faits pour des partenaires externes. Donc, c'est en fait le support de toute notre activité économique. Donc, ça veut dire qu'on investit beaucoup dans le développement de cette plateforme et elle est open source depuis l'année dernière. Donc, ça veut dire que vous pouvez profiter de tout cet investissement. Donc, les principes de la plateforme sont un principe de personnalisation en termes de type de documents qu'on peut traiter. Donc, dès l'origine, on a voulu faire quelque chose qui était assez générique, c'est-à-dire que vous pouvez organiser vos documents, on va le voir de manière très personnelle. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on pouvait aller vers autre chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé par du manuscrit médiéval, et maintenant on fait de la photographie, voire de la vidéo. Donc, on voit que cette idée d'avoir quelque chose de très générique, ça a payé. Et l'autre objectif, c'était de faire d'une plateforme qui pouvait passer à l'échelle. Alors, j'ai mis de 1000 à 10 millions de pages. Alors, 10 millions de pages, c'est ce qu'on traite pour le projet Stockface, par exemple, sur les recensements français. On fait même parfois moins que 1000. Enfin, on essaye de ne pas faire moins que 1000. Mais l'idée, c'était que c'est vraiment plutôt une plateforme d'industrialisation des traitements. Donc, c'est sûr que si, pour faire par exemple un petit test vous-même sur quelques documents, c'est peut-être pas la plateforme vers laquelle il faut aller. Et puis donc l'aspect open source, donc on a décidé d'être en open source complet sur tout notre code, à la fois la plateforme, front-end, back-end et les algorithmes qui sont utilisés dans la plateforme. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ArcIndex lui-même n'a pas d'algorithme de traitement de documents. C'est-à-dire que quand on me demande, mais quels sont les algorithmes dans ArcIndex? En fait, dans ArcIndex, il n'y a aucun algorithme ou tous les algorithmes, on verra la liste. Donc c'est vraiment la plateforme qui permet de faire exécuter, c'est-à-dire de mettre en jeu tous ces algorithmes. On va essayer d'organiser la présentation selon ce bel arc-en-ciel de fonctionnalités, de importer, stocker, organiser, enrichir, visualiser, exporter, puisque finalement, souvent, ce qu'on regarde, c'est la partie enrichir, c'est-à-dire quels sont les algorithmes d'IA que je vais pouvoir appliquer sur mes documents. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités autour qui sont aussi importantes. Donc, sur la partie importer, donc, il y a évidemment une interface web qui permet, une fois que vous êtes connecté, d'importer vos documents. Donc, vous pouvez importer soit des images unitaires, c'est-à-dire vous sélectionnez chacune de vos images, des PDF images et textes, donc qui contiennent par exemple une transcription, et vous allez voir la transcription de votre PDF dans la plateforme. Vous pouvez uploader des zip, ça c'est assez pratique quand on commence à avoir beaucoup d'images, des manifestes 3IF, donc le fichier lui-même, ou des URL de manifestes 3IF. Donc ça, c'est quand vous passez par l'interface. Donc généralement, c'est plutôt pour des petits projets ou donc pour faire des tests. Après, quand on veut faire vraiment du passage à l'échelle, on ne passe pas par l'interface web. Donc on va passer par un import en masse à partir d'un serveur de stockage. C'est-à-dire que vous avez 500 000 fichiers, vous les déposez sur un serveur de stockage et nous, on se connecte au serveur de stockage pour importer les documents. Donc là, ça veut dire que, et c'est la première illustration, des deux aspects de la plateforme. Il y a un aspect interactif, c'est-à-dire que vous pouvez faire vous-même un traitement, une annotation, un apport d'image, et ça, c'est un aspect manuel. Mais l'objectif de la plateforme, c'est de faire du traitement en batch, c'est-à-dire que, en fait, tout passe par la création d'un processus qui va tourner en tâche de fond et qui va exécuter ce que vous voulez faire. Donc, évidemment, quand vous êtes en interactif, ça crée une contrainte parce que vous avez un processus en tâche de fond alors que vous voudriez que ça aille très vite.
Mais non, ça va passer par une création d'un processus qui sera envoyé dans une queue de traitement, qui sera envoyé sur un serveur de traitement. Donc, on essaie d'accélérer cette partie interactive, mais ça pose une contrainte sur la partie interaction. Donc, c'est peut-être ce qui sera intéressant de discuter dans les comparaisons de plateformes. Ce n'est pas une plateforme qui vise l'interactivité utilisateur. Donc, on vise plutôt le traitement en masse. Et puis, j'en profite aussi sur la première slide pour noter que non seulement il y a une interface web, mais il y a aussi tout ce qui va être une utilisation de l'API, donc soit avec un client en ligne de commande, le CLI, soit carrément la bibliothèque Python de l'API d'Arcindex. Vous pouvez écrire des scripts Python en faisant import Arcindex, et là vous avez accès à Arc. Et donc vous avez souvent des fonctionnalités qui sont d'abord développées par l'API et dans le CLI, par exemple l'import PageXML, on l'a pas par l'interface, mais elle existe. Et donc, si on a suffisamment de demandes en disant ah oui, je veux le page XML dans l'interface, ben, on peut intégrer ça dans la partie interface web. Sur la partie stockage, donc c'est un peu là le nœud 3IF où on voit apparaître le, le logo de 3IF. Donc, nous, notre stack technique, c'est pour notre plateforme qu'on exploite nous-mêmes, c'est du stockage physique sur des serveurs qu'on loue, sur laquelle on a déployé une infrastructure Ceph qui nous permet d'avoir une interface d'accès. Enfin, on utilise donc une API S3, c'est-à-dire que tout est stocké sur des serveurs de haute performance. Donc, on a 50 Tera de disques sur lesquels on stocke nos images sur, je crois, une dizaine de serveurs physiques répartis en Europe pour avoir une réplicabilité. Et notre serveur 3IF, c'est Cantaloupe, qui lui finalement est juste une interface 3IF à nos 50 Tera d'images stockées sur des serveurs distribués. Et donc ça, c'est pour la partie stockage des images. Et pour la partie stockage des données, c'est une base PostgreSQL qui, elle aussi, est sur plusieurs serveurs, puisqu'on a 5 Tera de données, ce qui commence à être beaucoup pour une base de données PostgreSQL. Et j'illustrerai plus tard à quoi sert le SQLite qui est mis là, qui est aussi une partie de stockage, mais c'est une partie d'export en fait. C'est-à-dire que vous pouvez exporter tous vos projets en SQLite et c'est du stockage base de données. Alors en termes d'organisation, l'idée c'était de pouvoir organiser vos projets comme vous voulez. Donc on a une organisation par projet. Un projet, c'est ce qui permet de définir des droits d'accès, des gestions de type, des éléments. Donc généralement, c'est l'unité qui correspond vraiment au projet organisationnel. Et puis à l'intérieur, vous avez des types par défaut, pages et folders, mais ça, c'est juste pour que vous puissiez importer vos images. Vous pouvez définir n'importe quel type, on va le voir, pour organiser vos documents. Après, la visualisation, ça va être une visualisation hiérarchique, projet, folder, page et tout ce que vous voulez en termes de hiérarchie. Donc, on a voulu faire une plateforme très générique. Donc, l'élément de structuration s'appelle élément. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus générique comme terme. Donc, après, il va falloir définir des éléments qui permettent de structurer vos documents à la fois sous leur forme logique et physique. Donc là, je vais présenter des éléments qui sont définis par défaut. Donc, on a le folder, la page, le paragraphe, la text zone, le text line, le mot. Donc, vous voyez une organisation orientée texte et très hiérarchique, mais vous pouvez aussi avoir des photographies ou des illustrations, et à l'intérieur des photographies, par exemple, une personne. Donc là, on voit qu'on passe de l'aspect physique à l'aspect logique ou même sémantique. Donc là, en fonction de vos projets, vous allez définir autant de termes, d'éléments qui vous intéressent, dont vous avez besoin, et les organiser de manière hiérarchique. Donc, de manière hiérarchique, vous pouvez les inclure les uns dans les autres. Il n'y a pas de niveau maximal de profondeur. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Et il n'y a pas de contrainte sur la hiérarchie. Donc, vous pouvez avoir des personnages qui sont rattachés à la page et aussi à l'illustration. Donc, vous pouvez faire un graphe. Évidemment, ce n'est pas conseillé parce que si vous faites ça, ça va être assez compliqué à exploiter après. Il faut mieux rester sur une hiérarchie assez simple parce que, évidemment, plus la hiérarchie est complexe, plus vous allez avoir des difficultés à le modéliser après lorsque vous voulez l'exploiter. Mais en tout cas, du point de vue de l'organisation de l'information, on part vraiment d'un projet, puis une collection de pages, puis sur chaque page, on peut descendre assez bas jusqu'au caractère. Donc, la partie interactive, au tout début, en fait, on ne voulait pas faire du tout d'annotation dans ArcIndex. On s'était dit, il y a plein d'outils d'annotation. On en a déjà vu avec du 3IF, avec les outils d'annotation qu'on peut avoir dans Mirador. Donc, même au début, on ne pensait pas faire de front-end du tout.
mais en fait, c'est pas possible, quoi, puisque on a besoin de voilà, voir les documents, de corriger, d'ajouter des choses, même de faire des démonstrations. Donc, on a quand même développé de l'interface d'annotation. À l'époque, donc, il y avait pas, on n'a pas intégré directement un visualiseur 3IF, ils n'étaient pas aussi évolués que maintenant. Mais on a donc une possibilité de créer des objets. Donc, vous avez une interface d'annotation sur chaque objet. Donc, chaque objet, en fait, élément là, a la même interface. Donc, vous pouvez créer à tous les niveaux la même chose, c'est-à-dire recréer des objets dans des objets, les éditer, rajouter des types, rajouter des informations sur ces objets. Donc, quel type d'informations vous pouvez rajouter? Sur un élément lui-même, vous pouvez rajouter des classes. Donc, on va dire, par exemple, sur une illustration, est-ce que c'est un dessin ou une photographie? Donc, si vous voulez pas augmenter le nombre d'éléments, vous pouvez spécialiser des éléments. Vous pouvez rajouter des métadonnées. Alors, souvent, quand on apporte des documents, soit PDF, soit des manifestes 3IF, on va avoir toutes les métadonnées qui sont associées, qui sont apportées et qui sont associées à l'élément. Donc, vous voyez ici, on a un DOI, l'éditeur, un lieu, un titre et une année. Donc, ces métadonnées sont typées et elles sont aussi associables à n'importe quel niveau d'éléments. Ensuite, on peut évidemment faire de la transcription puisque c'était l'objectif originel de la plateforme. Donc, sur des éléments textline, vous pouvez avoir la transcription de la ligne de texte, mais vous pouvez avoir des transcriptions sur n'importe quel élément. Donc, vous pouvez avoir des transcriptions sur une page, sur un paragraphe, sur une ligne de texte, mais même sur une photographie. Admettons qu'il y ait du texte sur une photographie, vous avez la transcription de la photographie ou même la description de la photographie. Par exemple, en captioning, vous avez une photographie et une transcription qui correspond à une description. Une fois que vous avez des transcriptions, vous pouvez mettre des entités nommées. Donc là, les entités sont sur des transcriptions elles-mêmes. Donc vous avez la possibilité de localiser des entités sur la transcription. Et et donc il y a une entité logique qui est associée à chaque occurrence de ces entités dans le texte. Donc il y a aussi deux niveaux qui sont séparés entre la mention de l'entité sur un texte et l'entité logique. Donc si vous avez la BNF qui est mentionnée comme BNF et Bibliothèque nationale de France, c'est la même entité, même si vous avez deux occurrences différentes de cette entité dans un texte. Alors voilà, pour la partie traitement, j'ai récemment essayé de faire un tableau de tout ce qu'on avait intégré dans ArcIndex. Donc là, c'est tous les algorithmes qui sont intégrés et utilisés de manière courante dans nos projets. Donc on en a aussi certains qu'on a intégrés de manière anecdotique et qui ne sont pas maintenus. Tous ceux-là sont maintenus. Vous voyez qu'on peut faire donc de la reconnaissance de texte, donc des choses très simples jusqu'à en débutant avec Tesseract, Kraken, Pilaya, Dan, donc qui sont deux librairies qu'on maintient nous, Google Vision OCR, Microsoft OCR. Et j'ai mis aussi quel type d'algorithme c'était. Est-ce que c'était de l'open source pur, de l'open source maintenu par Teclia ou des API propriétaires. Donc, vous voyez qu'on a à la fois des algorithmes qui sont open source qu'on a intégrés et qui tournent dans la plateforme, ou des algorithmes qui ne tournent pas dans la plateforme, quand on appelle l'OCR de Microsoft, qui ne tourne pas chez nous, mais c'est aussi intégré comme un traitement qu'on peut utiliser. Donc, on a reconnaissance de texte, détection d'objets avec du code qu'on a développé nous-mêmes, DocUFCN, YOLO évidemment, qui est maintenant sans doute l'algorithme le plus utilisé en détection d'objets, mais des algorithmes un peu historiques comme MaskRCNN, ou des algorithmes spécifiques comme Layout Parser, qui fait uniquement de la détection de table. En termes de détection d'entités, les librairies standards comme SpaCy, Flare et Stanza. Extraction d'informations, donc là c'est une spécialisation de la reconnaissance d'écriture où non seulement on reconnaît l'écriture, mais en plus on structure et on exporte ça comme une table. Donc c'est une association clé-valeur. Par exemple, le nom de la personne, donc j'ai l'attribut nom avec son nom, prénom avec son prénom, date de naissance avec sa date de naissance. Donc on utilise aussi Dan ou les API de Microsoft qui marchent assez bien sur des formulaires modernes. De la classification de documents avec des librairies dont on n'entend plus trop parler comme XGBoost, mais qui fonctionnent bien aussi sur de la classification, surtout du texte, YOLO en classification. Et puis évidemment, des intégrations de LLM visuels ou pas visuels, hein, on peut les utiliser pour autre chose, mais comme généralement, ils sont surtout intéressants quand on leur donne l'image, parce qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'on a présenté avant, c'est-à-dire de la reconnaissance d'écriture, de la détection d'objets pour certains, l'extraction d'entités, l'extraction d'informations, de la classification.
Donc, on utilise, nous, pour l'instant, plus OpenAI et Anthropic. Et on a aussi quelques projets où on a utilisé de la traduction automatique. Donc, en fait, vous avez une nouvelle traduction, une transcription, vous avez un document, et puis vous appliquez un modèle de traduction automatique sur une partie de vos transcriptions pour une nouvelle transcription. Et dernier point, on a dans certains cas des algorithmes d'entraînement qui sont aussi dans la plateforme. Donc, sur certains algorithmes, on utilise principalement les nôtres. On a à la fois l'inférence, c'est-à-dire le traitement du document, mais vous pouvez aussi entraîner les modèles dans la plateforme. Et pour des algorithmes, et tous ces algorithmes-là, bien sûr, si vous avez entraîné vous-même un modèle à l'extérieur, vous pouvez mettre votre modèle sur la plateforme et l'utiliser sur Arcadex. Et donc, finalement, ça, c'est la liste de tout ce qu'on a intégré nous-mêmes. Mais si vous avez besoin d'intégrer un service, vous pouvez le faire dans un container Docker et on vous donne le code de base en fait pour le faire. Donc, c'est un template. Évidemment, il faut savoir développer en Python, avoir un peu de connaissances en Docker. Donc, c'est plutôt, on va dire, pour un développeur pas avancé, mais quand même assez complet. Donc, sur la partie export, jusqu'à présent, on n'avait pas énormément d'export parce que la plupart de nos projets en fait demandaient des exports spécifiques. Donc, on développait des exports qui étaient spécifiques à chacun des projets. Bon, on a essayé de faire des choses un peu génériques, donc comme de l'export en PDF, c'est-à-dire qu'on fait une transcription, on ajoute la couche texte, du page XML, du docx, c'est souvent demandé, du CSV ou de l'Excel, de l'Alto avec le client en ligne de commande. Et aussi, j'ai mis import, mais c'est export de DB, export en Alto. Donc, on peut aussi exporter la base de données. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous pouvez exporter toutes vos données de projet en SQLite et vous avez exactement la même chose que ce que vous avez dans la base de données en Postgres, mais en SQLite. Et là, vous avez votre fichier qui correspond à votre projet. Et si vous voulez faire un format spécifique, vous pouvez utiliser une librairie qu'on a développée en Python qui vous permet d'accéder très facilement à cette DB en SQLite. Voilà, quel est le lien entre Arcindex et Calico? Donc Arcindex, c'est vraiment la plateforme de traitement automatique orientée passage à l'échelle, plutôt à destination d'utilisateurs avertis, c'est-à-dire que il faut quand même rentrer dans la plateforme. Par rapport à tout ce qu'on a vu dans les précédentes présentations, on n'est pas dans le même niveau de facilité d'utilisation. C'est sûr, il faut lire la documentation et il faut expérimenter un peu. Donc, on a évidemment vu que c'était difficile parfois de donner accès à Arcindex pour pouvoir travailler avec des contributeurs externes. Donc, on a développé Calico, qui est la version finalement simple d'Arcindex, où on peut faire que de l'annotation ou de la validation de données. Et surtout, on peut gérer des contributeurs multiples avec des tâches unitaires et simples et qui voit quelle tâche, quel est le niveau de seniorité, de la validation, de la confrontation d'annotation. Donc ça, c'est la version tout public de la plateforme. Et donc, ce qui a permis aussi de développer des modes d'annotation très spécifiques. Donc, sans doute, là où il y a un intérêt par rapport à d'autres, il y a beaucoup de plateformes d'annotation, elles peuvent faire à peu près toute la même chose. Il y a intérêt à développer des modes très spécifiques. Donc, évidemment, le zonage, ça, tout le monde en fait, de la classification aussi, de la transcription aussi, de la clé-valeur souvent aussi, c'est-à-dire que les valeurs, c'est on annote avec un formulaire. Donc, l'avantage de la clé-valeur, c'est qu'on n'est pas obligé de détourer la zone sur l'image pour pouvoir annoter. Entité nommée aussi, c'est souvent fait. Bon, alors, ce qu'on a, nous, à développer qui est un peu plus spécifique, c'est par exemple du groupement d'objets, groupement logique pour la presse, en disant j'ai plusieurs objets, je les groupe en articles, et des développements qui ont été faits pour des projets très très spécifiques, comme par exemple de l'annotation de partitions musicales. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'était un mode très spécifique qui n'existe pas dans beaucoup de projets, et comme la plateforme était ouverte, c'était possible de le faire. Voilà, donc je vous ai mis les liens vers le code d'open source, donc sur notre plateforme. On publie les modèles et les datasets dans la plupart des cas sur Hugging Face. Donc en fait, les modèles qui sont sur Hugging Face, vous pouvez les utiliser pour les fine-tuner, puis les réutiliser dans la plateforme. Et on a un mode de communication avec nos utilisateurs qui est la plateforme support.tequila.com qu'on essaie de favoriser pour que justement, quand on répond à des questions, elles puissent se soit faites de manière ouverte, que tout le monde puisse en profiter, parce qu'on répond quand même souvent aux mêmes questions. Voilà, j'ai fait mes 19 minutes. Merci.
a un petit peu d'avance. Est-ce qu'on en profite pour passer une question maintenant, peut-être? C'est plus sympa, comme ça, chacun pourra avoir sa minute de spotlight. C'est parti, on a des questions. On n'avait pas vu dans le chat. Alors, puis, non, je me posais la question de la hauteur de la marche à franchir pour installer une instance de Dark Index, soit via Docker ou en mode manuel pur et dur. Alors, c'est que via Docker. Que via- Donc, c'est intéressant parce qu'on teste ça justement. Donc, il y a plusieurs niveaux. Quand on a des ingénieurs qui connaissent bien Docker et quand même les problématiques réseau, voilà, pour l'installer chez soi, bah, il faut un certificat, il faut configurer le réseau. Donc, il y a quand même une connaissance réseau, par exemple, pour le déployer au sens d'une institution. Généralement, un ingénieur de administrateur système, il y arrive sans problème. C'est-à-dire que c'est des technologies standards. On a le cas aussi où on a des groupes d'étudiants qui essayent de l'installer. Ils connaissent un peu Docker, mais pas tout. Ils posent quand même pas mal de questions, mais ils y arrivent en posant des questions. Donc, je veux dire, c'est quand même, il faut être à l'aise quand même avec pas mal de concepts en informatique, surtout la partie de configuration Docker, quoi. Parce que c'est vraiment la partie difficile. C'est-à-dire qu'il faut que même si tout est là, enfin, on a donc des recettes de déploiement, tout est dans le Docker, il y a quand même un peu de spécificité à chaque déploiement. C'est-à-dire que vous voulez le tester en local, sans certificat, et puis sans, je sais pas moi, avec un bucket S3 dans lequel vous mettez votre clé à vous. Voilà, il y a des spécificités, quoi. Donc il faut bien connaître quand même, je pense, la partie Docker. C'est surtout la partie la plus difficile. Et je me posais aussi la question du stockage des images. Donc, si on importe par exemple ces 500 000 images et qu'on veut utiliser ArcIndex uniquement pour détecter des zones et indexer des zones dans des images, est-ce qu'on a besoin d'avoir un stockage physique en fait? Si on a uniquement des manifestes ou des URL 3IF, on a aussi besoin d'avoir beaucoup de stockage pour pouvoir importer les choses dans ArcIndex. Non, en fait, donc, le stockage, il est utile pour les images, mais si on utilise des serveurs 3IF, il n'y a pas besoin de stocker les images. Par contre, il y a tout ce qui va être stockage d'artefacts, les modèles qui sont entraînés, tout ça, c'est aussi sur le stockage S3 qu'on utilise. Donc, il n'y a pas que les images qui sont stockées en S3, mais c'est sûr que si les images sont distantes, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources de stockage local. Il télécharge quand même un petit peu de... Ce sera téléchargé au moment du traitement. Donc l'image est téléchargée pour que l'algorithme puisse travailler dessus, mais il n'y a pas d'autre téléchargement. Toute la visualisation est faite à partir du serveur 3IF. D'accord. Potentiellement, il n'y a pas besoin de ça. Non. Peut-être le temps pour une autre question. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si vous avez la possibilité, ou si vous pensez la développer, de faire des liens entre les documents. Je pense soit à des liens faits manuellement, le crowdsourcing, de type lien sémantique, et aussi à des liens qui sont faits automatiquement par des modèles pour rapprocher des documents par leur similarité ou par les métadonnées qui les décrivent. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le seul lien qui existe actuellement entre différents éléments, parce qu'en fait les éléments c'est la représentation de n'importe quoi dans ArcIndex, ça passe par l'entité. C'est-à-dire que si on veut faire un lien, il faut déclarer une entité, une mention d'entité sur deux documents et la relier à l'entité logique, quoi. Donc ça c'est la seule chose qu'on utilise. Par exemple, quand on fait les recensements, on pourrait imaginer que j'ai la même personne qui est recensée en 1836, 1841, 1846. Donc, je vais avoir la mention de cette personne dans des documents différents, mais par contre relié à la même personne physique entité. Donc, ça, c'est fait uniquement par l'entité. C'est comme ça qu'on l'utilise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de projets où il y a des liens à travers des documents sur les mêmes choses, à part sur des entités. Mais ça existe par l'entité, ouais.